Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour. Quand deux hommes en Israël massacrent à coups de hache 3 pères de famille, faisant de leurs 16 enfants 16 orphelins, ils sont qualifiés en France d'assaillants. Mais quand en France un homme décapite un enseignant, poignarde un père de famille ou tente de tuer un policier, il est qualifié là de terroriste. Quand en Ukraine, des Russes en uniforme, aux ordres de Poutine, bombardent, tuent et violent des civils, en Europe, on veille, tout en aidant l'Ukraine, à ne pas humilier Poutine. Ainsi va le monde, où la guerre des mots compte autant que la guerre des armes à feu, mais on ne s'attardera pas sur ces erreurs sémantiques et ces fautes politiques. On préférera dans cette émission décrire la réalité, celle de la dictature russe, avec l'historienne Galia Ackerman, l'auteur du livre Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, nous dira pourquoi Vladimir Poutine se voit et se vit comme un nouveau Staline. Celle de l'angoisse israélienne, avec la diplomate Yigal Palmor, le diplomate. Le porte-parole de l'agence juive nous dira pourquoi les assassins islamistes réussissent à s'infiltrer dans le pays. Celle enfin de la menace terroriste dans le monde, avec la sénatrice Nathalie Goulet, menace dont on parle moins tant la guerre en Ukraine occupe les médias. La vice-présidente de la commission des lois du Sénat nous présentera son abécédaire du financement du terrorisme, publié par le Cherche Midi, livre exhaustif et pertinent sur l'argent sale du terrorisme. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Moscou, lundi 9 mai, place Rouge, parade militaire en grande pompe, mais marche funèbre dans les têtes. Les soldats russes qui défilaient devaient penser à leurs milliers de camarades morts en Ukraine pour avoir servi la folle ambition de leur président dictateur. L'armée ukrainienne continue en effet de résister à l'avancée de l'armée russe, qui pour autant ne cesse de pilonner le pays, Margot Siffer. L'armée russe a bombardé la ville de Novgorod-Siversky dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 3 personnes sont mortes et 12 blessées. Les tirs ont visé une école et un internat, précisent les secours. Des maisons résidentielles, des bâtiments administratifs et des voitures ont aussi été touchés. Et l'ONU lance une enquête sur les exactions russes, il était temps. Oui, la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a été adoptée par 33 votes. L'enquête portera sur les graves violations des droits humains dans les régions de Kiev, Tcherniv, Kharkiv et Soumy entre fin février et mars 2022. Il s'agira ensuite de demander des comptes aux responsables, une enquête qui s'ajoute à celle de la Cour pénale internationale déjà lancée. Et quant à la situation humanitaire, il faut vraiment toujours en parler, elle reste très critique. Plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger. Tout à fait, c'est la Pologne qui accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés. Elle en compte plus de 3 millions. Les femmes et les enfants en représentent 90%. Le flux quotidien s'est tout de même considérablement réduit. En gare de Kiev, les retours se multiplient depuis lundi dernier. Quant aux hommes âgés de 18 à 60 ans et susceptibles d'être mobilisés, ils n'ont pas le droit de quitter le pays. Et la Russie se trouve plus isolée que jamais. La Finlande veut rejoindre l'OTAN. Le président et la première ministre se disent favorables à une adhésion sans délai de l'OTAN, une décision d'être prise dimanche. La Russie n'y est bien sûr pas favorable, cela représenterait une menace contre Moscou. Vladimir Poutine a d'ores et déjà évoqué des mesures militaro-techniques pour répondre à la décision de la Finlande. Côté occidental, le secrétaire général de l'OTAN, tout comme Olaf Scholz et Emmanuel Macron, ont assuré le pays de leur soutien. Même son de cloche, Paul, du côté des élus américains. Merci Margot. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, écrivaine, journaliste. Votre dernier livre a pour titre Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, publié par les éditions Premier Parallèle. Je dois dire à nos auditeurs, mais qui vous connaissent, que vous êtes né à Moscou, vous vivez en France depuis 1984 et vous êtes franco-russe. On peut être frappé, Galia Ackerman, par le contraste entre la puissance affichée sur la place Rouge et l'impuissance de cette même armée en Ukraine. Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais vous savez, c'est une armée, en fait, qui n'a jamais réellement combattu. Il y a eu de très nombreuses manœuvres, des entraînements à très grande échelle. Il y a eu aussi la guerre en Syrie. Mais la guerre en Syrie, c'était essentiellement des bombardements aériens. Au sol, il y avait la milice Wagner, mais pas vraiment l'armée régulière. Et donc, c'est une armée qui, ni psychologiquement, ni physiquement, n'était préparée à rencontrer une résistance. Il y a eu une énorme erreur d'appréciation concernant l'armée ukrainienne. Et vous-même, est-ce que vous êtes surprise par la capacité de résistance de l'armée ukrainienne ?
Il faut dire que je suis surprise un peu comme tout le monde parce que cette armée, elle a été pratiquement démantelée, mise hors état de nuire, si l'on peut dire, pendant les années Yanukovych. Il y a eu aussi beaucoup de corruption avec des histoires d'officiers vendant les armes à droite et à gauche dans des filières grises. Mais apparemment, pendant les années Poroshenko et Zelensky, il y a eu une très forte préparation de cette armée parce que, à vrai dire, le pays se trouve en guerre depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et l'occupation par les séparatistes appuyés par Moscou d'une partie du Donbass. Et c'est une armée qui a été aussi pas mal entraînée par des membres d'armées occidentales. Tout à fait, oui. Il y a certains même qui disent que c'est probablement actuellement la meilleure armée au monde, la plus moderne, Mais c'est l'armée ukrainienne. tout à fait. Alors, il y a une autre surprise, et votre avis sera intéressant à entendre, c'est qu'il y a dans cette partie du Donbass des Ukrainiens pro-russes, russophiles. On pensait qu'ils allaient accueillir en héros l'armée russe. Ça n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'adhésion massive des pro-russes ukrainiens à l'armée de Poutine. Non, non. Il faut dire que les Russes ont eu quand même quelques succès parce qu'ils ont occupé dans les premiers jours de guerre, quand l'armée ukrainienne n'était vraiment pas préparée à riposter. Et il y a eu peut-être aussi des complicités. C'est la ville de Berdiansk, qui est la mer d'Azov, et la ville de Kherson et la région de Kherson. Donc ça, on peut dire que ce sont des succès de l'armée russe, mais partout ailleurs, elle a été repoussée et vous voyez par exemple le destin de Mariupol, une ville qui a été totalement détruite, mais qui ne s'est pas rendue à l'occupant. Et pareil, Kharkiv résiste, Tcherniv a résisté, Kiev résiste, c'est-à-dire, vous savez, il y a une grande partie de l'Ukraine qui est russophone, mais apparemment, la nation ukrainienne, qui est en tant que nation politique une jeune nation, elle s'est soudée face à ces épreuves parce que les gens ont beau à parler russe, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils veulent vivre Tout à sous le fait. régime de Poutine. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez cité Mariupol, ce qui se passe là-bas est terrible. On voit bien l'objectif des Russes qui consiste à vouloir annexer tout le Donbass et surtout à priver l'Ukraine d'accès à la mer, ce qui aurait des conséquences économiques terribles. Est-ce que, malgré la résistance ukrainienne, est-ce que cet objectif peut être, malheureusement pour les Ukrainiens, atteint par l'armée russe? Oui, je voulais juste dire un mot parce que hier, j'ai vu sur Twitter un appel d'un juif qui fait partie du contingent qui défend encore l'usine Azovstal, qui se terre dans les souterrains de cette usine. Il nomme plusieurs non-juifs de gens de juifs qui sont là, et il en appelle aux autorités d'Israël d'aider. Donc, vous voyez tous ces mythes sur Azov, régiment nazi, etc. Il est contredit par une présence très importante de juifs dans le siège, dans la défense, dernier îlot de défense de Mariupol. Excusez-moi. Alors, sur l'objectif, non, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, ça dément les accusations de nazisme proférées par Poutine. Ma question portait sur l'objectif final des Russes qui voudraient annexer le Donbass. Est-ce qu'ils ont une chance d'y parvenir? Écoutez, c'est vrai que, comme l'a dit Joseph Borrell, je pense que tout va se décider sur le champ de bataille. Parce que l'objectif est très clair. L'objectif est de créer un très large pan du territoire ukrainien qui part du nord du Donbass et qui donc
tourne ensuite vers le sud avec l'idée de prendre aussi, en plus de Mariupol, Nikolaïev et Odessa. Et si ça se réalise, bien sûr, ce sera une perte terrible pour l'Ukraine parce que ça lui barre l'accès à la mer, donc ça rend très difficile le commerce, etc. Mais c'est pas du tout sûr que même s'ils occupent les Russes, Nikolaïev et Odessa, ce qui pour l'instant n'est absolument pas gagné, qu'ils puissent y rester longtemps parce que l'armée ukrainienne a montré déjà ses capacités de se battre et comme on sait, Biden et le Congrès américain ont approuvé une aide colossale à l'Ukraine, presque 40 milliards de dollars. Maintenant, il y a un sénateur qui a essayé de bloquer ça en demandant des garanties supplémentaires que l'argent sera bien utilisé, etc. Bon, ça peut retarder l'octroi de cette aide de quelques jours, mais personnellement, j'espère qu'elle n'arrivera pas trop tard. Voilà. Mais je pense qu'il y a toutes les chances que même si l'Ukraine perd certaines batailles, qu'elle va gagner la guerre. Il faut simplement persévérer et lui octroyer les moyens de se battre. Alors, ils ont une armée qui sait ce qu'elle fait. Ben je retiens ce que vous venez de dire, l'Ukraine va gagner la guerre et c'est une femme qui est née à Moscou qui le dit, donc je le rappelle. Alors vous qui connaissez si bien le peuple russe, on est frappé par le silence du peuple russe parce que c'est vrai qu'il y a une dictature politique, c'est vrai qu'il y a un étouffoir, mais tout de même avec les réseaux sociaux, les Russes doivent savoir ce qui se passe en Ukraine, mais là il y a un silence assourdissant, si j'ose dire. Écoutez, il y a plusieurs raisons à ce silence. D'une part, les gens qui se prononcent en s'écartant de la version officielle, qui parlent d'une opération spéciale, qui parle de démilitarisation, dénazification, mais qui dit que les Russes ne bombardent pas les objectifs civils et que bien sûr toutes les atrocités qui ont été commises, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui les ont commises, etc. Donc on est dans le total mensonge, mais il est très dangereux de dire la vérité dans ce pays. Et donc oui, ceux qui veulent vraiment savoir, qui peuvent obtenir VPN et regarder des sites d'information en dehors de la bulle officielle, ils peuvent le savoir. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent, comme des autruches, ne pas savoir ce qui se passe, qui se disent « Ah ben oui, on nous dit que c'est comme ça, donc il faut y croire ». Parce que, vous savez, les gens ont aussi beaucoup de soucis maintenant, les sanctions commencent à avoir leur effet, il y a déjà une certaine pénurie de produits alimentaires, de pièces détachées, etc. Ça va s'accentuer. Donc, les gens sont aussi occupés par leur train-train quotidien et tout ça fait que, en plus, la partie la plus active est partie. Vous savez, rien que en 2 mois depuis le déclenchement de la guerre, on parle entre 150 et 200 000 départs d'intellectuels, de spécialistes, d'Internet. Les forces vives du pays. Les forces vives du pays. Galia Ackerman, je vais oser une hypothèse. Oui. À partir du moment où l'armée russe est en très grande difficulté, est-ce que des officiers russes pourraient se retourner contre Poutine pour tenter de le déstabiliser et éviter l'humiliation ultime en cas de défaite de l'armée russe? Ça me paraît possible. En fait, l'armée n'a jamais été très politisée en Russie. On n'a pas d'exemple depuis 1825 quand un groupe de décembristes officiers a essayé d'empêcher la montée sur le trône du tsar Nicolas Ier. On n'a pas d'autres exemples de l'armée qui se serait révoltée. C'est pas comme dans plusieurs autres pays, à commencer par l'Espagne, le général Franco. L'armée est très dépolitisée et en principe fidèle. Mais je pense qu'il peut y avoir tout à fait un complot
soit au sein de l'armée, soit au sein des services secrets, qui viseraient à écarter d'une façon ou d'une autre Poutine. Si on n'a pas d'exemple d'intervention récente de l'intervention de l'armée, on a quand même plusieurs exemples de coups d'État réussis ou ratés en Russie, à commencer par l'élimination de Staline, qui a probablement été empoisonné, ensuite Beria, qui normalement devait lui succéder, ensuite Khrouchtchev, qui a été écarté du pouvoir, et le putsch raté avec Gorbatchev. Donc, je pense qu'un nouveau putsch n'est pas impossible. Merci beaucoup, Galia Ackerman, d'être intervenue sur RCJ. On ne manquera pas de vous réinviter de nouveau. Je rappelle le titre de votre livre, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, publié par les éditions Premier Parallèle. Merci encore. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. La guerre en Ukraine, aussi scandaleuse soit-elle, ne doit pas faire oublier les autres foyers de tension dans le monde, en Israël notamment, où les terroristes islamistes se comportent comme à Paris, Londres ou Madrid, c'est-à-dire lâchement, en s'attaquant à des civils, attablés à des terrasses de café ou se promenant dans les jardins publics. Laurence Goldman. Oui, en Israël, on parle d'une vague de terreur qui s'est abattue sur le pays en quelques semaines, avec 7 attentats qui ont frappé jusqu'au cœur du pays. Les derniers en date ont eu lieu dans le centre d'Israël. Le 4 avril dernier, dans un bar de la rue Dizengoff à Tel Aviv, une attaque armée a fait 3 morts. Et plus près de nous, la semaine dernière, le jour de Yom HaAtzmaut, dans la ville d'Elad, ce sont 3 pères de famille qui ont sauvagement été tués à l'arme blanche et à la hache. Les victimes sont donc des civils, mais aussi des militaires. On se souvient de ces 2 soldats assassinés près de Hadera, dont une jeune franco-israélienne originaire de Natania. Aucune ville n'est à l'abri de ces attaques terroristes. Les implantations de Cisjordanie sont également prises pour cible, comme à Tekoa et à Ariel. La majorité des attentats ont été perpétrés par des Palestiniens originaires des territoires. Et le gouvernement israélien s'attend à affronter une longue période de terreur. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme la radio publique israélienne Cannes, rappelant la précédente vague de 2016. Le gouvernement de Naftali Bennett est accusé par l'opposition de ne pas être à la hauteur de la situation, mais l'armée et les services de renseignement annoncent qu'au moins 66 attaques terroristes ont été déjouées depuis la mi-mars et que plus de 500 individus soupçonnés d'activités terroristes ont été arrêtés. Tsahal multiplie ses opérations en Cisjordanie pour retrouver les assaillants. Les 2 terroristes responsables de l'attentat d'Elad ont ainsi été capturés dimanche dernier à l'issue d'une chasse à l'homme de plus de 60 heures dans la région de Jenin. Par ailleurs, Israël a refusé l'entrée dans le pays à plus de 1000 Palestiniens, tous membres des familles des terroristes. Et il faut préciser, Laurence, que le Hamas ne serait pas commanditaire de ces attentats. Oui, l'armée israélienne estime que le Hamas surfe sur la vague du succès des attaques terroristes, mais ne les dirige pas. Selon les services de renseignement israéliens, des Palestiniens vivant à Jenin et dans les villages voisins ont été recrutés par des agents du djihad islamique depuis la bande de Gaza via les réseaux sociaux. L'État islamique serait également à l'origine de plusieurs de ces attaques. J'ajoute, Paul, que le climat de tension qui pèse sur Israël ne retombe pas. Une tentative d'attaque au couteau a eu lieu ce matin près de l'implantation juive de Bethel. Un terroriste palestinien armé d'un couteau a jeté un bloc de pierre sur une voiture. Il a tenté d'ouvrir les portes du véhicule dans lequel se trouvaient 3 Israéliens pour les poignarder. Il a été neutralisé par les forces de l'ordre sur place qui lui ont tiré dans les jambes. Merci Laurence. Bonjour Yigal Palmore. Bonjour Paul. Merci d'être avec nous sur RCJ. Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent très bien que vous êtes aujourd'hui porte-parole de l'Agence juive. Vous avez été en poste dans plusieurs capitales européennes. Yigal, il y a eu la violence en son temps du Fatah. Il y a toujours la violence du Hamas. En quoi cette violence nouvelle assassine est-elle différente des 2 autres ? Eh bien, c'est assez simple, même si cette violence est inspirée par des discours incendiaires des patrons du Hamas ou d'autres chefs militants et violents des organisations palestiniennes. Et elle n'en est pas pour autant le résultat opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation, de cellules, de réseau opérationnel derrière ces attentats et ces tentatives d'attentats. Ce sont des individus qui passent à l'acte par une décision personnelle
souvent sans le moindre contact ou sans le moindre avertissement, sans forcément un lien quelconque, un lien concret quelconque avec une organisation. Et assez souvent, c'est même des gens qui n'ont jamais été répertoriés par les services de sécurité. Ils n'ont jamais été fichés, ils n'ont jamais été surveillés. C'est des gens absolument sans histoire et sans précédent qui décident de passer à l'acte, et cela fait toute la difficulté de les repérer avant qu'ils ne commettent l'attentat, de les en empêcher, et puis ensuite de dissuader ceux qui voudraient les suivre, puisqu'il n'y a pas de raison, on ne peut pas démonter un réseau, et c'est en cela que consiste la difficulté particulière de cette vague d'attentats. Et la dangerosité, parce que précisément dans la mesure où ils ne sont pas fichés, on dirait chez nous en France fichés S, Oui. qu'ils réussissent à s'infiltrer dans le cœur même des villes israéliennes. Je pense à l'attentat de Dizengoff. Tout à fait. Ils s'infiltrent dans les villes qu'ils connaissent parfois parce qu'ils y travaillent de manière légale ou illégale, peu importe, c'est-à-dire avec permis ou sans permis, ça n'a pas la moindre importance. Pour le cas qui nous concerne, ils connaissent bien la ville, ils connaissent leurs employeurs. Dans le cas de l'attentat de Elad, ils connaissaient probablement le chauffeur qui les a amenés dans la ville. Ils l'ont assassiné une fois sur place. Donc ils savent où ils évoluent, ils connaissent l'entourage, et parfois l'entourage les connaît, donc ne les soupçonne pas. Et ça, c'est effectivement très dangereux parce qu'il y a très peu de chances très peu de possibilités pour les services de sécurité de repérer un poisson dangereux de la sorte dans le grand vivier du terrorisme. Ce qui explique en partie le désarroi quand même de l'armée israélienne, de Tsahal et du pouvoir israélien. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire de manière visible et ostentatoire. C'est-à-dire que si on a affaire à une vague de violence menée, organisée, commanditée par une organisation connue comme le Hamas ou le Fatah ou le djihad islamique, eh bien, on sait où frapper. On connaît, si vous voulez, la tête du serpent, on sait où il se cache, on sait où il se terre, il y a des réseaux, il y a des infrastructures, il y a un moyen de frapper de manière visible pour dissuader et également pour assurer la population qui est la victime de ces attentats. Mais lorsqu'il s'agit de se mesurer à des individus qui opèrent de manière tout à fait isolée, quoi que l'on fasse, même si on parvient à arrêter un individu armé avant qu'il ne commette l'attentat, il n'y a rien de très visible et donc la population n'est pas rassurée. Elle ne voit pas la réaction du gouvernement, elle ne voit pas l'action. L'action, évidemment, est discrète pour pouvoir arrêter net et rendre impossible l'infiltration de ce genre d'individus prêts à tuer et être tués. Il faut faire un travail discret, un travail de terrain qui n'est pas visible, et donc la population a l'impression que rien n'est fait. Tout à fait. Laurence ? On se souvient, il y a un an, des affrontements dans les villes mixtes judéo-arabes d'Israël. Il y a eu cet incident mercredi soir, 2 jeunes juifs qui ont été agressés par un groupe de jeunes arabes. Ça s'est passé dans la ville d'Akko, à Saint-Jean-d'Acre, donc une ville à population mixte. Est-ce qu'on peut redouter une contagion terroriste aux Arabes israéliens ? Je ne crois pas, parce que, évidemment, il y a toujours la possibilité qu'un individu soit impressionné par ce qui se passe et qu'il décide de participer. C'est toujours une possibilité. Personne ne peut garantir que cela n'ait pas lieu tant qu'il s'agit d'individus. Mais là, l'incident précis que vous avez évoqué, là où il y a eu une altercation entre deux groupes, c'est très probablement, selon la police, un incident qui n'a pas beaucoup à voir avec la vague d'attentats. C'est sans doute une violence locale entre groupes. Il y a eu peut-être une tension une tension qui a précédé l'altercation, une pré-altercation, si vous voulez, sur un autre lieu de la ville entre les mêmes
les mêmes individus des deux côtés. Donc la police tend à penser que ce serait d'ordre, disons non terroriste. Ce serait d'ordre je sais pas, une violence quotidienne dans la rue. Ça peut exister. Et si ça se fait entre des jeunes arabes et des jeunes juifs, il y a toujours la possibilité que la motivation soit aussi nationaliste, comme on dit ici, ou religieuse, ou quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas forcément un acte que l'on peut classer comme terroriste. Alors, cette vague de terreur, vous restez avec nous, Yigal, parce que Oui. on va parler d'un fait précis. Cette vague de terreur qui a endeuillé en quelques semaines Israël, je rappelle, et Laurence l'a rappelé, que 19 personnes ont été assassinées, a laissé les médias occidentaux et les gouvernements complètement indifférents. 19 morts. Mais il a suffi qu'une personne, une consoeur en l'occurrence, une journaliste arabe soit tuée au cours d'un affrontement à Jénine entre terroristes et soldats israéliens pour qu'une véritable bronca se déchaîne contre Israël, considéré comme coupable avant même le début d'une enquête, Églantine Delalleux. Il était tôt mercredi matin lorsque l'armée israélienne a mené une opération antiterroriste à Jénine en Cisjordanie. Des terroristes palestiniens auraient alors ouvert le feu et lancé des engins explosifs contre les soldats israéliens qui auraient riposté par des tirs. Lors de ces affrontements, la journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, a été tuée. Et c'est une journaliste célèbre au Proche-Orient, très connue. Palestinienne chrétienne âgée d'une cinquantaine d'années, Shirin Abu Akleh avait travaillé à la Voix de la Palestine, Radio Monte Carlo, avant de rejoindre la chaîne qatari Al Jazeera, où elle s'est fait connaître à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. Et évidemment, la question se pose de la responsabilité. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le groupe des pays arabes à l'ONU ont accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée. Touchée à la tête, elle portait un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot presse et un casque. Un autre journaliste a aussi été blessé par une balle dans le dos. Alors, l'armée israélienne a réfuté ces accusations. Elle a même proposé une enquête conjointe à l'autorité palestinienne. Et oui, un appel rejeté par l'autorité palestinienne. Depuis la mort de Shirin Abu Akleh, les appels à une enquête se sont multipliés, comme par les États-Unis, Reporters sans frontières ou encore la France. Merci, Églantine. Il y a de nouvelles informations ce matin, non ? Non, pas du tout. Sur Non, pas du tout. À part le rejet par l'autorité palestinienne, aucun. D'accord. Merci, Églantine. Yigal Pamor, avez-vous aujourd'hui, on est en direct sur RCJ, d'autres informations sur cette triste affaire ? Eh bien, il y a l'information d'hier qui, pour ce qui me concerne, suffit et en dit long sur les circonstances de cette mort tragique. Vous savez sans doute que son corps a été autopsié par un médecin légiste palestinien de l'université de Naplouse. Après avoir procédé à l'autopsie, il a déclaré devant les caméras de la presse palestinienne et arabe qu'il n'y avait aucun moyen de déterminer l'origine du tir. Eh bien, si le médecin légiste palestinien le dit devant une foule de journalistes palestiniens, je ne vois pas pourquoi quelqu'un pourrait prétendre autrement. En ce moment, c'est la seule opinion autorisée qui a été émise, avec évidemment le recul qu'il faut prendre devant les circonstances dans lesquelles cette autopsie a été réalisée. Mais quand on pense qu'un médecin légiste a dit, jamais il n'aurait osé dire que la balle était d'origine palestinienne, évidemment. Mais quand il dit qu'il n'y a aucun moyen de déterminer l'origine du tir, je crois que cela devrait suffire pour les plus sceptiques. Or, comme vous l'avez dit, nombreux sont ceux qui se sont empressés à condamner Israël automatiquement. Je crois qu'il y a des leçons à tirer pour la presse internationale ainsi que pour certains dirigeants dans certains pays de cette hâte de condamner. Devant, donc, je répète, il ne faut pas croire, il ne faut pas prendre la parole d'Israël pour de l'argent comptant, je veux bien. Mais quand c'est le médecin légiste palestinien qui le dit, eh bien, attendons. Et dans ce cas, je pose également la question, pourquoi l'autorité palestinienne refuse-t-elle la demande américaine, pas israélienne, la demande américaine de collaboration et de coopération dans l'enquête. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas collaborer avec Israël, on peut le comprendre. Évidemment, cela ne permettra pas à l'enquête d'aller très loin, mais on peut comprendre l'attitude. Mais refuser la collaboration aux Américains ou à une partie tierce quelconque,
pour permettre de faire la lumière sur cette affaire, eh bien, pour moi, cela en dit long sur les motivations de l'autorité palestinienne et sur la validité de cette enquête de leur côté. Et il y a un autre refus troublant, c'est celui de montrer la balle qui a malheureusement tué notre consoeur. Oui, montrer la balle ou la présenter à d'autres experts que les Palestiniens. Exactement. Alors, dans ce désordre énorme, et là, la question s'adresse aux diplomates que vous êtes, Yigal Palmor, c'est que on constate que les accords d'Abraham tiennent bon dans ce désordre-là. Autrefois, il y avait une solidarité arabe qui était telle que Israël se trouvait toujours isolé. Ça n'est plus le cas. Oui, ce n'est plus le cas. Il y a une solidarité certaine, mais aujourd'hui, elle ne prévaut pas sur tous les autres intérêts des nations arabes. Les pays arabes des accords d'Abraham et les autres qui ont déjà fait la paix avec Israël avant les accords d'Abraham, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, comprennent aujourd'hui que la cause palestinienne, si on peut l'appeler ainsi, est aujourd'hui une véritable impasse pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder maintenant, mais et puis, apparemment, ils comprennent que de cette impasse, on ne peut pas sortir en ce moment, ni eux, ni nous, ni les Palestiniens, et que donc il ne faut pas que toutes les autres problématiques, toutes les autres possibilités de développement et d'évolution du Proche-Orient soient prises en otage par cette cause. Alors, évidemment, s'il faut faire quelques phrases du côté des Palestiniens, ils les feront, ils y croient sûrement, mais une fois faite la déclaration de service, eh bien, on passe aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est coopérer dans le meilleur intérêt de toutes les parties concernées pour faire avancer nos pays, pour faire avancer la sécurité régionale, pour faire avancer le développement et également l'écologie, pas seulement la sécurité, le développement en écologie, en exploitation de sources d'eau, par exemple. Pour toute la région. Ce sont des régions vitales qu'on ne peut pas mettre sur veilleuse en attendant que les Palestiniens veuillent bien revenir à la table de négociation ou faire la paix entre eux, entre Hamas et Fatah. Merci beaucoup, Yigal Palmor, pour toutes ces précisions que vous nous apportez en direct d'Israël et l'analyse que vous faites de la situation. Vous avez dit sécurité, évidemment. Ces États arabes qui ont conclu les accords d'Abraham avec Israël ont pris conscience du fait que la véritable menace dans cette région moyen-orientale restait la menace iranienne. On en a un goût amer en France puisque l'Iran a pris en otage un couple de Français qui étaient tout simplement touristes et qui ont été arrêtés par les gardiens de la Révolution. La France très fermement réclame leur libération et le retour à Paris de ce couple de touristes. Mais c'est ce qu'on appelle, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission, Yigal Palmor, la diplomatie des otages, où l'Iran se sert d'une façon absolument cynique de l'arrestation de ces touristes pour en faire un moyen de pression. On appelle ça un État voyou. Merci beaucoup, Yigal Palmor. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Les Français et les Européens, attristés et préoccupés à juste titre par la guerre en Ukraine, ont pu penser que l'autre menace avait désormais disparu, la menace terroriste. Erreur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu à le rappeler cette semaine, Lou Cohen. Il a effectivement tenu à rappeler que la menace plane toujours au-dessus de la France. Ce mardi 10 mai, il a demandé aux forces de l'ordre une protection renforcée des lieux fréquentés par la communauté juive de France. La raison, l'État islamique l'a menacé dans une vidéo diffusée à la mi-avril. Les juifs de France sont visés tout particulièrement d'après les mots du Premier ministre de l'Intérieur. Le groupe terroriste appelle aussi à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre les attaques en Europe. Cela intervient après la mort du chef de Daesh, tué par des soldats américains en Syrie au mois de mars. Et la France est particulièrement visée. Oui, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a été frappée par 17 attaques islamistes. La dernière en date s'est déroulée à Cannes le 8 novembre 2021. Un policier avait été attaqué et blessé au couteau devant un commissariat de la ville. Avant ça, le dernier attentat daté d'il y a un peu plus d'un an, le 23 avril 2021. Un terroriste avait mortellement poignardé une fonctionnaire au commissariat de Rambouillet. Mais Gérald Darmanin s'est voulu positif sur le bilan de la politique sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. En février, il a rappelé que des mesures importantes ont été prises ces 5 dernières années.
ce qu'a fait le président de la République. Il a réarmé l'État régalien, il a recréé des services de renseignement, il a doublé les moyens aux services secrets, il a fait déjouer par les services 37 attentats terroristes islamistes pendant son quinquennat. Il y a eu évidemment aussi des attentats qui se sont déroulés, le cas de Samuel Paty étant le plus emblématique, je l'imagine. Mais par ailleurs, il a sorti la France de l'état de sécurité permanent, l'état d'urgence. La priorité du quinquennat a été la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, fort heureusement, même si la menace est très forte et reste forte, on en parle moins. La menace reste quand même forte pour le ministre. Au mois d'avril, il avait déjà demandé au préfet, à la police et à la gendarmerie de maintenir une forte vigilance vis-à-vis des lieux à caractère religieux. Cette période a été marquée par des fêtes religieuses chrétiennes, juives et musulmanes en même temps. Gérald Darmanin souligne la menace terroriste est toujours élevée. Merci Lou et bonjour Nathalie Goulet. Bonjour Paul Amar. Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous êtes sénatrice de l'Orne depuis 2007. Vous faites partie de l'Union centriste et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la commission des lois au Sénat. Alors Nathalie Goulet, on sait que la police, l'armée, le renseignement sont mobilisés contre le terrorisme, mais il y a une autre façon de le débusquer, de le neutraliser. Elle consiste à s'intéresser à son financement et c'est ce que vous proposez, Nathalie Goulet, en publiant ce livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, édité par le Cherche Midi, qui se lit comme un polar et se consulte comme un dico. Pourquoi et comment avez-vous pensé à cette voie ? C'est-à-dire que parler du terrorisme, qui est en fait un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, parce que j'ai présidé une commission d'enquête que j'avais demandé 6 mois avant Charlie. Un de vos collègues, vous savez, David Thompson, avait écrit un bouquin très bien sur les djihadistes français, et en le lisant, j'ai pensé qu'on n'avait pas les outils de lutte donc sur ces nouvelles menaces. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai continué à travailler, et parallèlement, j'ai aussi, depuis au moins 2010, travaillé sur la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et donc j'avais envie de faire un livre sur le financement du terrorisme qui était en fait pas traité, qui est jamais traité en tant que tel. Mais j'ai pas trouvé la bonne formule, j'ai beaucoup hésité, et puis finalement le dictionnaire ou l'abécédaire est venu assez naturellement, peut-être par paresse des liaisons, mais en tous les cas ça me semblait une méthodologie intéressante. Alors ce sommaire fait penser parfois à l'inventaire de Queneau, l'humour en moins malheureusement et la mort en plus. Ouais. Je l'ai dit, il se consulte comme un dico. Et pour montrer d'ailleurs le sérieux de la démarche qui est la vôtre, je dois dire que la préface est de Jean-Charles Brizard, qui est le président du Centre d'analyse du terrorisme. Alors, je vais faire comme vous nous le suggérez d'ailleurs, Nathalie Goulet, prendre quelques têtes de gondole, si j'ose dire, têtes de chapitre. Chocolat. Vous dites chocolat. Comme source possible de financement. Comment et pourquoi ? C'est-à-dire que le chocolat, le miel aussi d'ailleurs, ont été des véhicules de financement du terrorisme. Le chocolat avait été repéré, si mes souvenirs sont bons, par l'armée israélienne pour un financement terroriste à Gaza. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, c'est le sujet le plus emblématique. Le miel a été une découverte pour moi. Notamment parce que son opacité et sa texture fait en sorte qu'on ne peut pas déceler, par exemple, la drogue qui y est cachée. Si vous cachez de la drogue à l'intérieur d'un fût de miel, on ne peut pas le repérer. Donc le chocolat, c'était une opération de Gaza. Il y a aussi eu un problème avec des grenouilles en chocolat en Australie, dont les ressources produites par cette vente étaient destinées à un groupe islamiste. Donc, vous voyez, tout est bon pour financer le terrorisme. Alors, un mode de financement aussi extrêmement sournois et qui peut être même invisible dans un premier temps, Hawala, qui veut dire mandat, transfert de fonds. Oui. Alors ça, c'est une méthode ancestrale et en fait, c'est comme un troc, sauf que en fait, l'argent ne circule pas vraiment, mais c'est un moyen alors totalement opaque, totalement invisible de transférer de l'argent. C'est un dispositif sur lequel le législateur n'a quasiment aucune prise parce qu'on n'arrive pas du tout à le maîtriser. C'est un système tout à fait méconnu, tout à fait discret et malheureusement très efficace. Alors, les terroristes habillent toujours leur démarche d'un discours très idéologique et très politique, mais à vous lire, on voit bien qu'ils empruntent à la mafia leur méthode criminelle, parce Exactement. Que, là, j'ai dit chocolat, j'ai dit voilà, bon, j'avais l'air un petit peu de prendre en dérision ces choses-là, mais quand je lis dans votre livre qu'ils utilisent aussi le trafic d'êtres humains,
le trafic d'animaux, le trafic de drogue pour financer leur démarche mortifère, là c'est assez terrible. Oui, et auquel il faut ajouter un chapitre qui donne le haut le cœur sur le trafic d'organes. Parce que, effectivement, vous avez complètement raison. En réalité, les circuits de financement du terrorisme sont complètement poreux avec ceux de la délinquance financière. Et au bout d'un moment, finalement, les terroristes sont non seulement des terroristes porteurs de mort, mais des mafieux qui tirent des profits financiers sous un couvert religieux ou islamiste, sont des délinquants, en plus d'être des criminels, sont en plus des délinquants financiers, et les circuits sont complètement poreux, puisque vous avez des groupes terroristes dans le Sinaï qui sont financés par les cartels de la drogue de Medellín. Et ce qui accroît la difficulté, et d'ailleurs ajoute à l'angoisse, c'est qu'il y a maintenant, et vous le démontrez de façon pertinente, un terrorisme low cost, pour reprendre votre propre terminologie. Oui, les montants nécessaires pour organiser des attentats sont de plus en plus faibles. Il y a un décalage inouï, abyssal, entre le coût humain de leurs attentats et le coût financier. Oui, le coût humain, le coût financier, et puis aussi éventuellement le coût économique et les répercussions évidemment économiques que ça peut avoir, ce qui est évidemment beaucoup moins grave que les pertes humaines. Mais effectivement, vous avez complètement raison. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant aux signaux faibles. Alors, vous énoncez toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de traquer ces terroristes et de découvrir leur mode de financement, mais vous dites avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité que le régulateur a toujours un temps de retard sur les terroristes qui font preuve parfois d'inventivité. De toute façon, c'est la guerre de l'obus et du blindage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites un blindage plus sérieux, l'obus devient de plus en plus efficace. Et puis surtout, le législateur, parfois, un peu mou du genou. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Bon, quand on a eu le texte sur le séparatisme ou les principes de la République, ou comment vous voulez l'appeler, on a toujours un peu de difficulté sur le contrôle des financements d'un certain nombre d'associations ou d'un certain nombre de procédés. Et puis, vous avez la grande nébuleuse de l'Union européenne avec des financements publics sur lesquels on est quand même tout à fait en droit de s'interroger, voire de se rebeller sur la façon dont c'est fait. Donc, si vous voulez, non seulement parfois le législateur n'a pas la volonté pour taper au porte-monnaie, et c'est dommage, mais en plus, on a des trous béants dans la raquette de financement public qui bénéficient à des gens qui, franchement, ne devraient pas le faire. Et vous avez un chapitre, notamment sur les impôts, où vous avez des déductions fiscales au profit d'organisations tout à fait criminelles, tout à fait terroristes, et finalement, le contribuable, sans le savoir, vous comprenez, enfin, j'anticipe peut-être sur une de vos questions, mais je suis partie, tant pis pour vous. Quand vous avez une association qui bénéficie de dons, c'était le cas d'une école coranique, par exemple, en Mauritanie. Vous avez des gens qui viennent collecter de l'argent en France, dont on dit après que ces dons vont bénéficier d'une réduction d'impôt. La réduction d'impôt, elle pèse sur tous les contribuables, vous comprenez ? Moi, je ne veux pas financer une école coranique en Mauritanie. Voilà, donc je voudrais que le gouvernement soit un peu plus vigilant sur les déductions fiscales, un peu. Voilà. Vous aviez parfaitement anticipé, et à vous entendre, mais ce n'est pas une question, c'est une déduction que je fais de votre démonstration, que certains législateurs seraient complices, non pas du terrorisme, c'est peut-être un peu trop fort comme accusation, mais du communautarisme et du séparatisme. En tout cas, vous restez avec nous parce qu'on va profiter, si vous le permettez, de votre présence pour dire un mot sur la situation politique. On va consacrer quelques minutes à la situation politique avec vous, Églantine Tenalet, parce que comme nous, j'imagine, vous êtes sénatrice, et vous attendez Godot ou Godot, autrement dit ou la première ministre qu'on nous promet depuis la présidentielle, mais qui n'apparaît toujours pas, Églantine. C'est une attente qui devient longue pour les ministres et conseillers. Si le second mandat d'Emmanuel Macron démarre cette nuit à minuit, le nom du Premier ministre ne devrait pas être annoncé avant dimanche soir, selon France Info. Mais une source de Matignon a confié à RCJ que personne ne connaissait réellement la date du remaniement. Pour le moment, Audrey Azoulay et Marisol Touraine sont les deux noms les plus cités pour briguer Matignon. Mais comme dit l'adage de la Macronie, c'est ceux qui en parlent le plus qui en savent le moins. Oui, et la gauche n'attend pas de connaître l'élu
élu, en tout cas le locataire de Matignon, pour lancer l'offensive. Depuis leur réunion, la gauche a le vent en poupe avec pour pilote Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise a investi pas moins de 328 candidats et espère grossir les rangs au Palais Bourbon. Celui qui souhaite viser une majorité, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé qu'il ne se représenterait pas dans les Bouches-du-Rhône où il avait été élu. Alors, monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative? Que c'est Bompard qui va être candidat? Dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie. Il faut les lire. Si vous élisez une majorité de députés de la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et... Merci. Eh bien, vous aurez un Premier ministre issu de cette nouvelle Union populaire. Mais récemment, Paul, un grain de sable est venu enrayer la machine, le cas controversé de Taha Bouaf. Alors candidat pour la France Insoumise, le jeune homme de 25 ans a été écarté en raison d'une enquête interne après des accusations d'agression sexuelle. Et à droite ? Après avoir enregistré le plus mauvais score à une élection présidentielle, les Républicains ont un double enjeu, compter sur leur ancrage local pour sauver des circonscriptions, mais aussi limiter la fuite d'élus LR vers la majorité présidentielle. Dernièrement, 2 fortes figures des Républicains ont rejoint le parti d'Emmanuel Macron, Robin Reda et Constance Le Grip. Plusieurs députés sortants LR ne comptent pas aussi se représenter comme Christian Jacob, le président du parti. Et quant à la majorité, elle se voit encore majorité au lendemain des législatives. Et oui, après le triomphe d'une majorité en 2017, la République En Marche veut réaliser à nouveau l'exercice avec le Modem et Horizon d'Édouard Philippe. Après moult discussions, la plupart des investitures ont été dévoilées. Parmi elles, une vingtaine de ministres comme Elisabeth Moreno, Jean-Michel Blanquer ou Olivier Véran, mais aussi des conseillers d'Emmanuel Macron. Et l'extrême droite, qu'espère-t-elle ? Alors avec un score inédit pour l'extrême droite et une élection présidentielle, 41,5%, le Rassemblement national espère constituer un groupe politique à l'Assemblée avec au minimum 15 députés. Ce serait une première depuis 1988. De son côté, Éric Zemmour espère gagner la 4e circonscription du Var, un choix motivé par un bon score à la présidentielle dans ce département, près de 15% des suffrages. Devant ses partisans, il s'est dit prêt. Je suis candidat ici pour l'élection législative. En vérité, je ne me voyais pas mener le combat de l'arrière. Mais le candidat aux 7% à la présidentielle a très peu de chance. Le parti Reconquête n'a aucune alliance pour les législatives, alors qu'Éric Zemmour a longtemps appelé à l'union de la droite. Selon Harris Interactive pour Challenge, le camp présidentiel conserverait la majorité absolue avec 300 à 350 sièges. 105 à 168 sièges iraient à la gauche radicale, contre 52 à 80 pour le parti de Marine Le Pen. Merci Églantine. Nathalie Goulet, vous osez un pronostic pour ces législatives ? Non, j'ose pas de pronostic parce que je veux pas croire qu'on va encore subir une majorité pléthorique de la République En Marche à l'Assemblée nationale qui vraiment a été d'une gestion pour nous au Sénat extrêmement difficile. J'ose croire que cette fois-ci ils auront un peu plus de métier que la dernière fois parce ça a quand même été assez pénible cette majorité. Mais même s'il a une majorité, Emmanuel Macron affirme avoir changé. Donc le quinquennat numéro 2 ne ressemblera pas nécessairement au quinquennat numéro 1. Quel est votre avis ? Écoutez, j'ai un peu de mal à y croire. Je voudrais bien y croire parce qu'au point de vue de la méthode, personne ne nie l'intelligence du président, ni de certains de ses ministres. J'entendais tout à l'heure Darmanin et tout ça sont des gens du SOP, sont des gens très sérieux, très solides. Mais franchement, la méthode est vraiment très, 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 très difficile. Le dialogue ne se fait pas, l'écoute non plus, le partage encore moins. Écoutez, espérons. Oula, vous semblez extrêmement sceptique. On avait passé en début de saison la chanson de Julio Iglesias. On ne va pas la repasser, ce serait de mauvais goût. Mais cette fameuse chanson, je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme. Non, moi, j'ai du mal à y croire parce que si vous voulez, compte tenu du contexte de son élection, qui a dû encore renforcer les choses, des mécaniques et des mécanismes mis en place pour essayer d'attraire le maximum de gens LR. Si vous voulez, tout ça la République En Marche et Emmanuel Macron a laminé les partis qui n'ont plus beaucoup d'existence. Jamais les scores n'ont été aussi mauvais, vous l'avez dit. Mais c'est surtout qu'il lamine aussi les circonscriptions parce que les députés
vont, comme les tournesols, garder des convictions dans ces moments-là. Moi, je pense qu'il faut être constructif avec Macron, mais que si ça avait été formidable, il n'aurait pas eu d'opposition du tout. Donc il faut rester dans l'opposition jusqu'à ce qu'il montre des signes de ce qu'il a changé, pendant la campagne, il a bien noté qu'il y avait eu des problèmes. Moi, j'y crois pas. L'Élysée isole, le suspense sur le Premier ministre renforce l'idée qu'il joue avec nos institutions. Tout ça, moi, vous savez, je suis un petit sénateur de Normandie, je ne me mêle pas de la grande politique nationale, mais tout ça est très agaçant pour tout le monde. Merci beaucoup, Nathalie Goulet. Je rappelle que vous étiez venue surtout pour nous parler de votre dernier ouvrage, L'abécédaire du financement du terrorisme, publié par le Cherche Midi avec une préface de Jean-Charles Brizard. Merci encore. Dans 2 minutes, cette émission prendra fin. Mais merci et à très bientôt. La dernière séquence, vous la connaissez. Ravi de vous retrouver, Graham. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de retour avec un dessin, encore une fois, très pertinent. Bon, décrivez-le pendant que moi, je le recherche dans ma rubrique WhatsApp envoyée par la rédaction. Bon, ça va, j'ai su. Alors, allez-y, Graham. D'accord. Bah, dans le dessin d'aujourd'hui, je reviens sur la découverte qui a été faite il y a quelques jours, la photographie qui a été prise pour la première fois d'un trou noir au centre de la Voie lactée. Et voilà, c'est le titre du dessin, découverte d'un trou noir dans la galaxie. Sauf que le trou noir que j'ai représenté est sur la Terre, qu'il a été causé par une bombe et qu'il comporte à son côté un petit drapeau de l'Ukraine. Voilà. Pas besoin d'aller chercher des trous noirs dans la galaxie puisque nous aurons peut-être bientôt le même juste à côté de chez nous. Bravo, comme d'habitude, c'est vraiment un regard très acéré sur l'état du monde, vraiment. Et je rappelle à chaque fois que vous êtes très jeune, mais je tiens à le dire parce que vous êtes à la fois jeune, mais avec ce regard politique sur l'état du monde, vous montrez à la fois la beauté du monde, ce fameux trou noir qui est d'ailleurs orange dans la photo qu'on voit dans nos gazettes, et la laideur du monde et des hommes qui dirigent notamment les grandes puissances. Et je pense évidemment à l'Ukraine. Merci beaucoup, Graham. Ce dessin, vous pouvez le voir et le revoir à satiété sur les réseaux sociaux et sur le réseau de RCJ. Cette émission prend fin. Il nous reste 5 secondes pour qu'on arrive à 13h pile. Le temps de vous souhaiter un très bon week-end et de vous dire que Rudy et sa rédaction vous donneront des infos tout au long de la semaine. À vendredi prochain. Au revoir.